victoires, un cadre exceptionnel aujourd'hui. Ça change de pire au feu, effectivement. Ouais, ça, bon, on va pas dire. Moi, j'aime perdre. C'est pas pareil, c'est différent. Voilà. Bon, il y a encore la plage, le soleil, on a tout. Et on a un président qui s'occupe du RCTPM. Bonsoir. Et bon, Philippe Sauton, on ne le présente plus. Il a fait une grande carrière de rugby. Figure emblématique du rugby à Toulon. Donc, et d'ailleurs. Et d'ailleurs, oui. Oui, même du Japon, je crois. Aussi. D'ailleurs, vous avez un peu bridé, d'ailleurs, les deux. Ouais, un peu. C'est le riz. C'est le riz. Mais moi aussi, remarque. Bon, voilà, bon, écoutez, on va parler d'abord de l'actualité, c'est-à-dire du RCT, de l'élection de Florent-Ville, de la suspension de notre ami Pierre Mignoni. Et après, on fera le point sur l'avenir des féminines, un petit peu comment vous allez voyez ça, et puis les objectifs, les ambitions, voilà, qui paraissent grandes à l'annonce du début de saison. On verra. Voilà. Bon. Donc on reviendra sur ça en deuxième partie d'émission. Voilà. Donc là, on va parler du RCT, RCT, bon, qui aime bien nous faire peur. Oui. Hein, ils aiment bien jouer sur une mi-temps un petit peu en attente, un peu comme contre Castres. Voilà, Montpellier, c'était alternatif, le RCT. Voilà, et puis un final époustouflant, donc avec deux essais qui est dans notre monde. Hein. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Patrick, de ce match tendu? Écoute, je pense qu'on fait malgré tout le bon terme de match où on les domine assez largement et on ne concrétise pas malheureusement sur nos temps forts en début de partie où on a des occasions. Et donc on ne marque pas, et puis après, bon, Montpellier a fait du Montpellier, hein, c'est une équipe solide. Hein. Quand on a la composition d'équipe, c'est le même leur position au classement. Et voilà, sur la première occasion, ils marquent un essai magnifique, d'ailleurs, sur une belle combinaison à touche. Donc on se met en difficulté, et puis on bafouille un peu notre rugby, on dégueule pas mal de ballons, on est imprécis, on est peut-être un peu trop pressé dans les zones de marque. Et voilà, on se met dans la panne tout seul. Donc on est mené au score à la mi-temps. Et je dois reconnaître que j'étais un peu inquiet à la mi-temps, sachant que Pierre ne pourrait pas intervenir vocalement à la mi-temps. Donc c'est vrai que je me faisais un peu de soucis. Donc on a eu quand même le mérite, et on le sait, c'est une des qualités de cette équipe cette année, d'avoir un mental et de rien lâcher. On a le bonheur de marquer en début de deuxième mi-temps et de passer devant. Et après, c'est vrai que l'entrée du banc a été déterminante avec la rentrée de Bobigny et surtout de Serein, qui est un peu le sauveur en ce moment. Un peu trop d'ailleurs. Mais bon, s'il continue à jouer 20 minutes et à nous faire gagner les matchs, moi, j'ai rien contre. C'est vrai que quand il rentre, ça change tout parce qu'il marque un essai de notre monde. Je pense que c'est un des seuls en France à pouvoir marquer un essai comme ça, parce que c'est un ratier. Toi qui étais demi-mêlée, tu l'as vu le match, Philippe? Oui, bien sûr. Vous l'avez vu tous les deux? Oui, j'étais au stade. Franchement, il marque cet essai-là, il n'y a que lui pour marquer un essai comme ça. Il n'y a pas Dupont? Ou Dupont, moi. C'est pour ça dire. Dupont qui a inventé à Chistera. Oui, il a inventé à Chistera. Et puis Van Nicolo aussi, qui sur ce match-là, quand il est en feu, on sait qu'il peut faire basculer un match. Il a failli le faire déjà en première mi-temps, où il se fait rattraper à 15 mètres de la ligne. Puis bon, on a eu l'impression que dès qu'il touchait le ballon, il allait se passer quelque chose. Et effectivement, il s'est passé quelque chose. Il a fallu attendre la dernière minute. Mais... Et en plus, il jongle avec le ballon parce qu'il ne le maîtrise pas. Ouais. Bon, alors, Van Nicolo, il a fait du Van Nicolo. Voilà. On sait qu'il est capable de faire des trucs extraordinaires. Et puis après, il est peut-être un peu moins serein quand il faut jouer à l'extérieur, sous la pluie et sous les chandelles. Donc c'est un match pour lui, sous le soleil, à Mayol. Voilà, et il a fait du Van Nicolo, et c'est vrai que quand il fait des matchs comme ça, on est content de revoir avec tout le monde l'aime. Voilà, c'est ça a pensé, toi, du match, Philippe? Non, un peu la même analyse. Hein. On a vu le début de match assez réussi, et puis on a un peu toussé en fin de mi-temps, ce qui fait qu'on est derrière au score. On a la chance après d'avoir un banc qui a fait la différence, mais on a aussi, on reste un peu sur sa faim, parce qu'on marque quand même sur 2 exploits. Et je pense que sur le contenu, c'est un peu compliqué, hein, même si le parcours depuis le début de saison est plutôt positif, puisqu'on prend des points de bonus, on a gagné à l'extérieur. Et on a fait un gros match, enfin on fait un gros score contre Montpellier, mais je pense que toutes les équipes en sont un peu là aussi. Hein, et donc voilà, après Van Nicolo fait un exploit, bon, on sait qu'il est capable de ça. Serein, il est dans la lignée des demi de mêlée déterminants du championnat, comme Couillou qui est meilleur marqueur d'essai, Dupont qui est un extraterrestre.
Donc on a Garec, le petit Le Garec aussi qui met ce qu'il faut tous les matchs. Donc je pense que c'est bien, mais c'est vrai qu'il faut être un peu plus exigeant sur le contenu, je trouve. Non, mais c'est sûr que c'est pas abouti. Hein. Personne ne peut se satisfaire de ce qu'on voit, hormis comptablement où bien sûr. on est dans les clous. Après, c'est vrai qu'au niveau du contenu, on après, attend mieux de cette équipe. Mais on est quand même qu'à la 6e journée, on a joué 4 fois à l'extérieur, c'est des conditions un peu pourries. Donc voilà. Non, et surtout avoir trouvé les ressources en étant mené à la mi-temps, de fournir une deuxième mi-temps devant un public exigeant. Dans un contexte, on sait très bien qu'à Toulon, tout est différent. Hein, donc voilà, quand on ressort à la mi-temps derrière, c'est plus compliqué que quand on joue ailleurs. Mais je pense qu'on a été opportuniste. Voilà, l'essai de Serein en est l'exemple. C'est un essai d'opportuniste. Et le ballon, il sort en touche, on n'en parle plus. Pascal, tu l'as ressenti comment ce match? Moi, je me suis ennuyé quand même la première mi-temps. C'était pas terrible. T'étais pas seul. Non, voilà, j'ai trouvé que c'était triste, moins bon. Et effectivement, après, c'est sûr, on se réveille un peu en deuxième mi-temps. Effectivement, Serein, Serein et Vaille Nicolo, il y a deux joueurs qui font la différence. Hein, mais globalement, j'ai trouvé ça pauvre, vraiment en première mi-temps, une pauvre première mi-temps. Et puis, même d'une manière globale, je me suis un peu embêté dans le match. On va pas dire que c'est des matchs qui vont rester dans les annales. On en a vu des plus beaux. C'est vrai que depuis le début de la saison, on a gagné et on a pris des points à l'extérieur. C'est vrai que sur le contenu, on reste un peu sur notre fin parce qu'on sent qu'il y a du potentiel. C'est faible. Et on a l'impression que l'équipe n'est pas encore, rodée. Des fois, ça manque de soutien. On ne sait pas trop. Je pense qu'il y a de gros joueurs. Je pense qu'on va se réveiller un jour. Je ne sais pas si on va se réveiller la semaine prochaine. Mais à Toulouse, ça va être compliqué. On ne sait jamais. Hein. Je ne pense pas qu'on aille pour faire la guerre, parce que je ne pense pas qu'on ait les moyens. Mais après, moi ce qui me surprend un peu, c'est que c'est vrai que Pierre, depuis le début de la saison, a fait un gros turnover parce qu'il veut impliquer tout le monde. Et je trouve que c'est une bonne chose au niveau de la fraîcheur physique. Mais après, est-ce que ça nuit pas un peu aux automatismes de l'équipe? Parce que ce que tu gagnes d'un côté au niveau de la fraîcheur, moi j'ai l'impression que tu le perds au niveau des automatismes parce que tu n'as jamais deux fois la même équipe et que ça se ressent après au niveau de la fluidité dans le jeu. Donc, c'est compliqué. Il faut un peu trouver l'équilibre entre les deux en fait. Hein. Si tu fais jouer toujours les mêmes, tu vas te retrouver à un moment donné avec des blessés ou des baisses de régime où tu vas changer des joueurs qui ne sont pas dans le moule. Là, je pense que c'est plutôt pas mal parce qu'on est quand même dans une position... comptablement, on n'est pas en danger. Mais c'est vrai que sur le contenu, on reste sur notre fin depuis le début. Hein. Et voilà. Après, même si on n'est pas entraîneur, personne ne comprend Serein remplaçant... je veux dire... en première mi-temps, peut-être que c'est mieux. Hein. Maintenant, je crois qu'il a avoué lui-même, Baptiste, il n'est pas très bien physiquement sur l'homme. D'accord, il a dit lui-même qu'il n'était pas dans son assiette. Peut-être que ça lui convient très bien de faire 20 minutes. C'est ce qu'on appelle les impact players. Voilà. Après, il faut aussi qu'après Serein, ce soit pas la cata. Donc peut-être que le fait de faire jouer Ben White pour lui donner de confiance et parce que c'est quand même un bon joueur, hein, c'est un joueur international. Ça me fait plaisir d'entendre parce que certains doutent à tout le monde. Oui, non, mais bon, après Dan Bigard, il est arrivé ici comme un grand joueur aussi. Ouais. Ça a été compliqué derrière. Hein. Je veux dire, c'est pas parce que tu as été un grand joueur que tu continues à être un grand joueur. Mais je pense qu'il faut le remettre en confiance parce qu'on a vu que l'année dernière, on a perdu Serein un moment, on a été en danger. Ouais. Donc c'est peut-être aussi dans cette réflexion-là que se trouve Pierre Mignoni en disant qu'il ne veut plus se retrouver dans la situation être dépendant de Serein, comme l'a fait Toulouse avec Dupont. Exactement. Ils ont 2 ou 3 demi-mêlées derrière qui ne sont pas Dupont, mais qui permettent à l'équipe d'avoir le rendement quasi comme avec Dupont. Donc je pense que c'est peut-être ça qui lui a un peu servi de leçon l'année dernière. Et après, si Serein, physiquement, on n'est pas dans le vestiaire, peut-être qu'il a un peu de retard physiquement. Puis même, je crois qu'il a été marqué aussi par il ne faut pas oublier qu'il était capitaine de l'équipe d'Argentine. Je pense qu'il a quand même... mentalement, je pense qu'il a pris un coup sur la tête. Quoi. Il n'est pas revenu. Il est en pleine... Après, on peut toujours débattre. Hein, quand il rentre, il fait gagner. Donc, est-ce que si en commençant, il ne va pas s'user et qu'à l'heure de jeu, on va avoir du mal? Donc, je ne sais pas. Pour le moment, ça se passe comme ça. Mais ça se passe bien. Donc. Oui, et on n'est pas comptablement, on n'est pas en danger. Donc, pourquoi pas? Non, je pense que là... Je pense que sur Toulouse, il va faire tourner. Il va peut-être c'est une certitude. Il va peut-être intégrer des jeunes qui ont besoin de temps de jeu, de confiance aussi. Alors, c'est sûr que tu vas à Toulouse, tu as toujours l'impression que c'est peut-être le meilleur endroit aussi pour... je ne sais pas si on va pas faire tourner non plus, d'ailleurs, sur le match. Après, je crois qu'il y a encore Lyon derrière.
Après, on reçoit 2 fois. Donc, on va à Toulouse, après, on reçoit il y a 2 la fois. trêve. Il y a la trêve. On reçoit Lyon et Bayonne. On reçoit Lyon, après il y a la trêve et on reçoit Bayonne. Voilà, c'est ça. Donc, on est à 2 matchs de la trêve. Lyon, je pense qu'il faut les battre parce que bon, ils sont. Ça va être compliqué parce qu'ils sont en grande forme. Lyon. Ouais, mais on les battra quand même. Et bon, Toulouse, après, voilà, Toulouse, c'est un peu l'interrogation. Qu'est-ce qu'on fait? On fait tourner, on fait jouer les jeunes. Je crois qu'il n'y a pas d'ambiguïté. À mon avis, il va faire tourner. Ouais, sans trop avancer. Ouais. Je pense qu'il a déjà annoncé. Je pense plus ou moins aux jeunes d'ailleurs. Je pense qu'il va lancer d'Anglo aussi parce que ouais. bon, tout à l'heure tu disais, mais si Serein est retenu en équipe de France et que Ben Watt part avec l'Écosse, Il te reste que d'Anglo. il ne restera plus que d'Anglo. Bien sûr, bien sûr. Après, il faut faire attention qu'à Toulouse, quand même, il ne faut pas y aller en rigolant. Hein. Non. Parce que psychologiquement, il faut quand même sortir d'un match à Toulouse où on va au moins avoir des satisfactions. Bien sûr. Et c'est très important, c'est un peu les l'OM PSG du moment là. Ouais. Et si tu fais tourner mais que tu prends une grosse déculottée, psychologiquement c'est compliqué de se redresser derrière. Il faut aller figurer et je pense que c'est important aussi de pouvoir donner la chance à des joueurs parce que sur un match comme Toulouse, tu n'as pas de pression en fait. C'est ça. Tu n'as que la pression de prendre une grosse déculottée. Donc, et la peur des fois te fait te surpasser et de sortir des gros matchs. Et de sortir. Exactement. Donc c'est pour ça que c'est des matchs qui sont loin d'être inintéressants, à mon avis. Ouais. Je trouve que même Toulouse cette année, alors il n'y avait pas Dupont, et je l'ai trouvé plus accessible que d'habitude. Bah, ils se sont fait contrer 2 fois. Ils ont perdu 2 matchs d'affilée. Même là, bon, ils vont gagner à Pau, mais c'est pas non plus. Bon. Après, ils choisissent leur match quand ils veulent gagner. Je pense que quand ils ont décidé de gagner, c'est compliqué. Quoi. Donc, mais je pense que cette année, ils ont pas décidé de perdre les matchs qu'ils ont perdus quand même. Non, mais notamment celui de Bordeaux, je pense. Bien Bordeaux, ils n'étaient pas préparés à le perdre. Ouais. Et puis, puis bon, ça marque un peu mal 2 défaites dans une saison, c'est rare. Hein. Pour Toulouse, c'est rare. C'est pour ça qu'ils ont allé à Pau d'ailleurs. Donc bon, écoute, moi je pense qu'on va y aller l'esprit pas serein, mais je vais le dire, mais je pense qu'on va faire tourner, qu'il y aura quand même des cadres. Après, nous, on parle de faire tourner, mais après, c'est aussi des turnovers d'équipe. Hein. C'est qu'il y a des joueurs qui ont besoin de temps de jeu aussi. Ils n'avaient pas trop de terme. Après, on anticipe toujours. Quand on est entraîneur, on sait aussi que derrière, il y a 2 échéances importantes. Donc, peut-être il y a des mecs à faire reposer. Et l'occasion à des joueurs qui n'ont pas trop de temps de jeu de se montrer. Alors, c'est pas toujours le meilleur moment à Toulouse. Hein. C'est pas le cadeau. Parce qu'après, il faut se les fader quand même. Serein était un peu blessé, là, donc bon, c'est peut-être l'occasion aussi de le mettre un peu vraiment au repos, surtout s'il doit jouer contre Lyon. Après, je pense qu'il y a des joueurs qui méritent d'avoir leur place dans cette équipe et c'est peut-être le moment de. Ouais, puis c'est le haut d'une saison, hein, c'est comme ça. Je pense qu'il y a déjà des mecs qui n'ont pas de temps de jeu, style Bigard, on en parlait tout à l'heure. C'est le moment aussi de lui donner, d'essayer de le relancer. Donc voilà, je pense qu'il va faire une équipe un peu mixte. Et le petit Lagaou aussi qui a repris, donc je pense qu'il aura une canne qui est à Toulouse. Donc il va faire un mixte entre des joueurs d'expérience et des jeunes. Ouais. Bon, souvent réussi. Résultat, on est quand même 4e. Bon, on est bien placé. Bon, derrière, c'est la meute quand même. Donc ils sont tous. C'est hyper serré. Je crois que. Et ça va l'être jusqu'au bout. Hein. Oui. C'est ce qui fait qu'on est un des meilleurs champions au monde, en fait. Ouais, mais c'est vrai que c'est serré, c'est vrai qu'il y a des résultats, j'allais dire, surprenants aussi. Bon, après, on a 2 équipes qui... Montpellier, on les a battus, mais c'est vrai qu'avec l'effectif qu'ils ont, ils n'ont quand même pas leur place. Le Stade français, c'est pareil. Hein. Mais ça va très vite. Il y a 2 ans, Clermont, ils étaient relégables à 5 journées. Voilà, je veux dire, après, aujourd'hui, avec les points de bonus et les équipes, avec des hauts et des bas, les blessés, le tournoi qui va prendre beaucoup de monde à certaines équipes et d'autres non, donc ça va un peu déséquilibrer le championnat. Mais on prend l'exemple d'une équipe comme Vannes qui vient de monter. L'entraîneur disait on est content, on joue bien, mais on ne gagne pas. Donc voilà. Donc, le moralement, ça use. Eh bien, s'ils se mettent à gagner pendant le tournoi sur des équipes qui ont des sélectionnés, ça peut fausser un petit peu le milieu de la saison. Quoi. C'est souvent la période. Parce que c'est là où ils vont être le mieux, en fait. C'est là où ils vont être le mieux. Ouais. Eh bien, écoute, on verra ça la semaine prochaine. Hein. Vous avez regardé le match hier, Bègles-Bordeaux contre La Rochelle. Vous avez pensé quoi de l'arbitrage? C'est un sujet assez compliqué. On est toujours, selon du côté où on se place, toujours dans le débat. C'est compliqué parce qu'il y a une règle. Ou on l'applique
et tout le monde est content et dit rien, même si c'est contre nous. Là, c'est compliqué parce que selon les appréciations, c'est pas les mêmes sanctions. Voilà. Et il y a beaucoup de répercussions derrière. Parce que quand on voit le match de hier, on se dit que s'il reste à 15, le match, c'est pas le même. Et que de l'autre côté, c'est pareil. S'il reste pas à 15, le match n'est pas le même. Voilà. Donc moi, je pense que c'est compliqué. C'est des hommes qu'il y a derrière les écrans. Et en même temps, ils sont 5. Donc voilà. Avec les enjeux qu'il y a sportifs et financiers derrière, il va falloir qu'on trouve des solutions parce que on va arriver sur le comportement certainement de Pierre tout à l'heure, mais on peut comprendre quand on est entraîneur d'une grosse écurie que sur des erreurs d'arbitrage ou pas, parce que c'est pas toujours des erreurs, ça peut déclencher des clubs qui sont en perdition et des clubs qui arrivent à s'en sortir alors que normalement ils ne devraient pas s'en sortir. C'est un peu le cas d'hier. En fait. Est-ce que ce serait pas plus simple de dire, bon, s'il y a un contact à la tête, c'est rouge, plutôt que de laisser à l'appréciation de l'arbitre qui va dire... Surtout qu'ils ont tendance en plus déjà que les règles sont compliquées, S'ils ont plus d'interprètes. En plus, voilà, ils sont avec cette histoire de carton rouge de 20 minutes, ça va encore. Moi, je pense qu'il faut faire comme on a fait pendant la Coupe du Monde, c'est-à-dire à un moment donné, le bunker. Ouais, moi, je trouve que on peut, sur le moment, pendant 2 minutes, regarder une vidéo et avoir une appréciation, mais se donner un peu de temps pour dire non, finalement. Voilà. Et j'ai trouvé que sur la Coupe du Monde, c'était intéressant d'avoir ce recul-là. Voilà. Parce que c'était pas définitif. Et on avait quand même le temps avec des gars. C'est le temps de réflexion. Exactement. Et une fois que tu as décidé, une fois que tu t'es trompé, c'est l'arbitre de foot qui donne un pénalty. Puis ça évite, c'est pas là, bon, c'est vidéo. Exactement. Que ça dure 10 minutes. D'ailleurs, il disait que depuis la Coupe du Monde, il y avait un certain laxisme qui s'était installé, où il y avait moins de rigueur que pendant la Coupe du Monde, où on sortait les cartons rouges à tout va, quoi. Là, aujourd'hui, on sort des cartons jaunes quand il n'y a pas la place. Parce que, on revient sur Olivon, c'était au rouge, aux pénalités, il a sorti un jaune. Et puis là, c'est vrai que là... Le problème, c'est qu'on peut pas... À partir du moment où tu as le droit d'avoir une appréciation, tu ne peux pas le contester. Ah ouais, c'est ça. Et à partir du moment où on dit il y a une appréciation à l'appréciation de l'arbitre, tu ne peux pas contester s'il met le jaune. Tu peux le contester si elle n'est pas dans la règle. Si on dit c'est ou rouge ou rien. Après, il y a tellement de valeur derrière un match que c'est difficile aussi d'accepter des comportements comme ça d'arbitre où tu te dis, mais en fait de quoi, qu'est-ce qu'il fait? Il fait n'importe quoi. Après, le problème, c'est qu'ils font corps ensemble, que jamais ils arrivent à reconnaître qu'il y a peut-être eu une erreur, parce que ça suffirait de dire, c'est le corporatisme. Il n'aurait pas dû avoir de rouge, tout ça, peut-être que ça calmerait les esprits. Pascal, tu as été confronté, toi, à des erreurs de... À l'arbitrage, certainement. Tu t'es énervé déjà? Ouais, mais moi, j'essaye de... Quand j'étais jeune, j'ai trop, entre guillemets, souffert de l'irrespectuosité, de la manière dont on était irrespectueux, notamment des matchs de foot avec mes enfants, que maintenant que je suis au rugby, encore dimanche, il y a eu des décisions contre Pau qui étaient discutables, mais je suis le premier à leur demander de absolument rien dire. Parce que sinon, de toutes les manières, ça ne sert à rien. Après, en plus de ça, souvent après, on a une étiquette parce qu'ils parlent entre eux. Ils parlent beaucoup les arbitres. Donc nous, à notre petit niveau entre guillemets, c'est tel club, ils sont toujours. Et donc déjà, on le sait. Donc après, on est catalogué. Mais d'une manière générale, moi, je m'attache à essayer de malgré que effectivement, moi, je peux comprendre certaines injustices. Parce qu'en fait, de compte, la semaine dernière, il y a eu la même chose avec Aldrit de La Rochelle. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi là une espèce de compensation qui s'est passée ce week-end? Je sais pas. Non, mais j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que normalement, la semaine dernière, contre La Rochelle, c'est sûr qu'ils doivent jouer à 14. Bien sûr. Non, c'était qui l'équipe? Celui qui... je crois que c'est le Racing. Ou c'est Perpignan. Il doit jouer à 14. Il doit sortir. Bon. Alors, c'est compliqué. Ouais. Mais je pense que je suis d'accord, il faut qu'on ait un devoir d'exemplarité. Ouais. Il faut régler les choses en interne. Parce qu'il y a trop d'enjeux. À notre époque, c'était un peu plus facile. On râlait moins parce que ça impactait moins. Ouais, tu parles d'un match, c'était pas catastrophique. Ouais, puis aujourd'hui, il y a des enjeux financiers, il y a beaucoup d'enjeux derrière. Donc je pense qu'il faut... Après, je pense que c'est aussi des hommes responsables. C'est pas des benets, ils savent très bien, ils regardent. Et qu'il faut préserver... Voilà, il faut préserver ça.
Parce que sinon, on va se rapprocher du foot où ça va devenir invivable. Et ça va être pire. Parce que on a plus que besoin aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Et globalement, les arbitres du rugby sont bons. Exactement. Globalement, moi je trouve, franchement. Et l'exemplarité par rapport à ce qu'on voit dans les affaires en parallèle, il faut impérativement que les gosses de l'école de rugby, ils aient cette vision de l'arbitre du rugby qu'il faut respecter en permanence. C'est mon avis. Et vous pensez que, justement, comme on a un nouveau président de la Fédération française de rugby maintenant, Florian, si tu nous écoutes... Enfin, nouveau, c'est la continuité, hein. Il a oui, été réélu. Il a été réélu. Il a été réélu, mais... Donc, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que, bon, on a tellement... Il y a eu une bataille entre Codorniou et lui. Là, c'est pareil, hein, c'est devenu politique. On a entendu un peu de tout. Bon, ce qu'il faudrait, c'est retrouver une certaine sérénité au niveau du rugby français. Et est-ce que vous pensez que c'est l'homme de la situation? Ça peut être l'homme de la situation. Peut-être qu'il faut le laisser aussi un petit peu arriver. Et, ça fait 13 mois. Ouais, mais là, je pense qu'avec tout ce qui s'est passé, il y a un gros chantier à mettre en place. Et que ce soit, comme tu disais tout à l'heure, au niveau de l'exemplarité, je pense qu'il y a pas mal de choses à reprendre. Et, il faut souhaiter que ce soit le bon choix, parce que maintenant, on n'en a pas d'autre. Donc il faut souhaiter que ce soit le bon choix. Après, moi je ne suis pas président de club, j'ai cette vision un peu extérieure, parce que je suis sorti du milieu. Les affaires, elles sortent parce que maintenant, c'est impossible de les cacher. On sait très bien comment fonctionne le rugby, les sports co et le rugby en particulier. Il a été élu démocratiquement, il faut faire avec. Et voilà, donc après, Pascal est président, donc c'est un peu différent, il a des visions peut-être différentes. Moi, je suis plus... Je crois que, d'ailleurs, en plus, un de ses axes principaux, c'est le développement du rugby féminin. Donc vous êtes concerné. Oui, non, mais moi, Florian Gris, ça me va très bien. Après, ce qui s'est passé, effectivement, ces derniers 4 mois, effectivement, à partir du moment où on a un président, on dit que c'est lui le responsable. Sauf que c'est toute une échelle. Moi, qu'un petit jeune de 20 ans qui est pour une première sélection en équipe de France puisse sortir et rentrer à 6h du matin, je veux dire, on peut dire que c'est la faute du président, mais je suis désolé, c'est inadmissible, c'est l'encadrement, c'est tout ça qui va pas. Enfin, moi, il y a un problème. Et alors, il y a 25-30 ans, même si on le savait pas, ils gagnaient pas 15, 20 ou 30 000 euros par mois, ils étaient pas autant médiatisés, ils étaient pas professionnels, ils étaient, comme on l'est aujourd'hui avec les filles, à se débrouiller, à leur trouver un job, à leur trouver Donc là, pour moi, évidemment, mais c'est tout le système qui est fautif. Et puis ils ressortent la semaine d'après au dernier match. Donc je veux dire, les mecs ils n'ont pas compris. Donc là, je pense que là il a pris la mesure des choses. Malheureusement, il y a eu après l'histoire du petit Mehdi, là c'est terrible. Mais je crois qu'il a nommé Ibanez. C'est Ibanez qui va être en charge un petit peu entre guillemets de. Pourquoi Ibanez revient? C'est bien. D'après ce que j'ai compris, et qui va être en charge de respecter ça et d'être un peu celui qui va remettre des règles et une certaine, parce que bon, là effectivement, moi je suis désolé, même au niveau de Galtier, enfin je veux dire, après on peut pas mettre Pierre Paul, mais pourquoi il serait plus responsable Gris que Galtier? Moi demain j'ai un sujet avec mes filles, le manager il est autant responsable que moi. Qu'est-ce qu'il a? En plus il est sur place lui, et moi le président il y est pas. Non, mais je suis entièrement d'accord. Il y a 2-3 trucs moi qui me heurtent un peu, c'est-à-dire qu'on peut contrôler un gars à la cocaïne et il peut rejoindre l'équipe de France. Moi, je me demande si les gamins de 15-16 ans qui sont sur les terrains aujourd'hui, est-ce que c'est bien? Est-ce qu'à un moment donné, il va y avoir des décisions à prendre? Comment ils vont les prendre? Parce que quand on n'est pas loin du haut niveau, on est prêt à tout. Moi, j'ai vécu ça quand j'étais très jeune. J'ai joué très jeune. Si j'avais eu un docteur qui m'avait dit tiens, prends-toi 2 fortifiants, tu vas un peu plus jouer ou tu vas être international, j'en aurais mangé une caisse parce que c'était ma passion. Aujourd'hui, on accepte de faire revenir des gens qui ont été contrôlés à la cocaïne, ce qui est très grave, très très grave, parce qu'il y a des morts, c'est pas et qui plus est se fait prendre dans une affaire derrière. Donc la gouvernance, elle a un problème. Moi, j'ai entraîné 20 ans, pas au même niveau, mais on est responsable de nos gars.
Et on sait comment ça se passe, parce qu'on a été joueur avant, donc on sait très bien comment ça se passe. Voilà. Donc je suis entièrement d'accord avec Jean-Pascal. Ouais, À un moment donné, vraiment. oui, bien sûr, bien sûr. Mais justement, après, c'est là que, en fin de compte, après, les gens ils sont un peu perdus. Quand tu vois que tu mets un mois pour quelqu'un qui a pris la cocaïne et qu'un entraîneur qui râle sur le bord de touche, je prends l'exemple de Pierre, prend 9 semaines, je te dis, putain, mais là, je comprends pas. Et puis une sévérité. Il doit pas aller sur le terrain. Ouais, Enfin, pas de communiquer avec le staff, etc. C'est lourd quand même, hein, c'est lourd. Mais au-delà de quoi, justement, de cette sanction qui touche Pierre, est-ce que tu la trouves justifiée Non, moi j'ai été coach, il y a des fois où tu peux monter dans les tours. Alors, il ne doit pas le faire. Ouais, il le sait lui-même. Il le Je veux sait. dire, c'est un intelligent, c'est ce qu'il comprend, il est dans le milieu depuis très longtemps. Il sait très bien qu'il est sorti du truc. Mais après, il faut raison garder. C'est pas un bon exemple non plus. Et il le sait lui aussi. Donc voilà, après, que ce soit l'extension, je trouve qu'elle est démesurée parce qu'elle ne touche pas que lui. Elle touche le résultat sportif, parce qu'on l'empêche de communiquer. On peut être sanctionné. On peut même considérer que c'est une entrave à la liberté du travail. Ouais, aussi. Bon, après, il y a la passion au milieu qui fait qu'on n'est pas dans les mêmes conditions que dans une entreprise. Mais Ouais. je pense que ça pénalise pas que Pierre Mignoni. Il n'y a pas que lui qui est sanctionné. Parce que pourquoi lui interdire de donner des directives alors qu'il peut très bien être dans la tribune? Si on ne veut plus qu'il soit au bord du terrain pour pas qu'il y ait d'embrouille à la fin, on le met dans la tribune et puis il peut communiquer. Je veux dire, surtout que maintenant, je voudrais bien être curieux de savoir si on n'arrive pas à communiquer. Parce que, voilà. Donc voilà, bon, après, voilà, c'est mea culpa, il a fait, et c'est pas quelqu'un qui est coutumé du fait, c'est la première fois que ça lui arrive, ça fait des années qu'il entraîne, bon, voilà. On a eu les cas avec Rios Galtier, qui ont failli se battre au bord du terrain, je veux dire, Bernard Laporte, il montait dans les tours tout le temps. Voilà, ça fait partie un petit peu aussi du folklore. Là, je pense que le problème, c'est que c'était avec l'arbitrage, et qu'en plus, sur la règle, il a eu tort. Donc voilà, donc après qu'il fasse un exemple, voilà. Ouais, je trouve que c'est un peu lourd et je trouve que c'est un peu dommage. Comme tu dis, ça pénalise aussi tout le club. Parce que d'ailleurs, même ils ont pris un blâme, je crois, non? Ils n'ont pas eu quelque chose, le RCT aussi. Il n'y avait pas que. Ouais, certainement. Oui, Mais voilà. voilà. La sanction financière aussi. Voilà, je donc, pense, bon, c'est qui va avec. La sanction financière, en plus, nous, on n'est pas épargnés en plus. Hein. C'est là où des fois il y a une incompréhension et qu'après, bon, ben, les gens ne comprennent plus après les décisions. Quand tu vois, bon, ben, entre la cocaïne, le fait de s'énerver, après tu as un mec qui donne un coup d'épaule à la tête, on te dit c'est jaune, l'autre il prend rouge. Ouais, c'est un peu le flou artistique. Franchement, c'est un peu le fou quand même. Hein. Ouais, mais bon, ils vont bosser dessus. Mais, Je pense que ce qui manque un peu, c'est justement qu'il y ait La cohérence, surtout. La cohérence, c'est peut-être aussi un dialogue qui s'installe. Parce que on peut aussi très bien dire, bon, l'arbitre, c'est humain, il peut faire des erreurs, ça on peut le comprendre. Mais si tu restes dans ta position en disant, ben nous, on dit rien, mais vous avez fait une faute à vous punir. mais je pense que le dialogue, il y est. Oui, il y a beaucoup plus de dialogue, Bien moi sûr. je trouve, déjà, que par rapport à d'autres sports. Hein. Moi, je sais qu'à mon époque, on avait des réunions avec les arbitres régulièrement. Oui, toujours. Aujourd'hui, il y a des arbitres qui sont dans des staffs. Il y a des staffs qui ont des arbitres, donc qui permet On d'avoir avait ce Poite, lien. nous, Ouais, on avait Poite. Après, je pense qu'ils n'ont pas l'obligation de le mettre sur la place publique, de faire leur mea culpa, même si ça peut faire du bien. Mais en même temps... Pour la crédibilité, ça fera du bien, moi, je trouve. Ouais, mais mais moi je pense qu'en interne, la discussion, elle y est. Aujourd'hui, on est voilà, il y a des visios qui se font, enfin, je le sais, parce que ça, voilà, il y a des visios, voilà, il y a des gens qui débriefent après, ils envoient des vidéos en disant expliquez-nous pourquoi là. Bon, il y a tous les dimanches, il y a un petit problème avec l'arbitrage, plus ou moins grand, qui engendre plus ou moins de... Est-ce que tu ne penses pas que chaque année, d'avoir de nouvelles règles qui arrivent, c'est pas fait aussi pour mettre un peu plus de... Ouais, peut-être, mais moi j'ai le souvenir d'un arbitre au milieu du terrain avec des arbitres de touche qui faisaient partie des équipes. Hein. Ouais. Donc entre ce monde-là qui est pas très loin, hein. C'était pas il y a 200 ans. Hein. Ouais. Il y a 20-30 ans, il y avait les arbitres de touche, on les désignait dans le vestiaire, c'était un remplaçant qui volait 15 mètres à chaque touche. Non, mais... Tu voyais jamais rien. Non, mais... Tu voyais jamais rien. Et on a eu des finales où s'il y avait eu la vidéo, c'est pas les mêmes équipes qui gagnaient. Hein. Grenoble, ils marquent un essai, passe en touche. Enfin, aujourd'hui, il faut se satisfaire de ça, même si c'est vrai qu'avec quelques erreurs aujourd'hui, ça a plus de conséquences, mais elles sont
elles sont beaucoup plus maîtrisées qu'à notre époque, quand même. Disons que les erreurs, maintenant, on les voit encore plus, parce que comme il y a la vidéo Ben, et tout, oui. il y a tout qui ressort, le bon et le Moi, mauvais. j'ai souvenir, on a fait un 8e de finale avec Nice, c'était pas en 60, hein, c'était en 87 ou 88. On joue à Clermont sous la neige et il n'y a plus de ligne de touche. Et c'était à peu près par là, la touche, quoi. Et c'était en première division. Je veux dire, entre là et maintenant, il y a un monde quand même. Hein. Donc après, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser faire ou pas régler les problèmes. Je pense qu'ils sont assez intelligents et qu'ils vont les régler. Bon, écoute, on a un nouveau président, enfin, il a été réélu. C'est à lui Voilà, on va plein de essayer réussite. de remettre un peu le rugby à sa place, dans une place Et qu'il soit un peu plus de passion. avec Melvin, surtout. Voilà. Et puis, ouais, Voilà, qu'il arrête d'en parler parce qu'il est en train d'y mettre une cible en permanence et c'est pas bon ni pour lui ni pour sa famille. Voilà. La parenthèse est refermée. Voilà, ok. On a quelques Je résultats. vais donner les résultats vite fait avant de passer au sujet principal qui est Principal, merci. Donc, Fédéral 1, on l'a dit tout à l'heure, la Valette était battue à domicile, malheureusement encore une fois, par Villefranche-sur-Saône, 28-26. Ça, c'est pas un bon résultat, hein, parce que Villefranche, ils sont faibles. Ouais. Putain. La c'est Seine, pas bon, par contre, a battu difficilement Saint-Jean-Royal, mais ils ont gagné Par 33. contre, c'est un gros- Par contre, eux, ils C'est sont une belle leaders. performance. Ouais, ils sont leaders de. Il fonctionne. Saint-Jean, ils sont leaders- 3e. leaders de la poule. Donc, C'est un bon et résultat. puis Saint-Jean, c'est costaud. C'est un bon résultat, ouais, toujours. Mais il faut un bon C'est début une, de saison, c'est une région de Ouais. rude. Très bon début de saison. Là-haut, dans le Vercors, il faut y aller. Hein. Ils ont l'habitude. Même le déplacement, il est compliqué. Ils ont pris des coups de casque. Là. C'est clair. Fédéral 2, Aubagne était gagné à Jacou 29-24. Jacou. Ils ont croqué. C'est mon, Ils ont un croqué, club ouais. de l'Hérault, ça, Jacou. Ouais, c'est à côté de Montpellier, Ouais. je pense. En Fédéral 3, le Moyen est allé perdre à 7-13 à Seps, justement. En Régional 1, il n'y avait pas de match pour le Gapo et pour Siffron le Brusque. En Régional 2, le Bossé a perdu à Arles 32-27. Le 15 de Besagne a perdu à Gap 27-0. Le LAS a été battu encore une fois aussi, ils font un début de saison un peu compliqué, par Antibes 26-14. Et Pierrefitte aussi, malheureusement, s'est incliné sur son terrain face à Vitrolles 24-21. En Fédéral 3, le Pradé a battu l'Entente Saint-Jean Corse 32-23. Et les Espoirs de Toulon, qui eux aussi font un bon début de saison, sont allés gagner à l'extérieur, puisqu'ils sont allés gagner à Narbonne 19-14. Il y avait un match des cadettes féminines, je n'ai pas trouvé de résultat. La Valette oui. Non, de Toulon. Je crois que les cadettes ont joué, non Je sais pas le résultat. D'accord. Donc voilà, sinon on a fait le tour. Voilà, je voulais souligner quand même le bon début de saison des Espoirs. Ouais. Ils ont pris la foudre à Narbonne le premier match, mais depuis ils sont bien rattrapés. Voilà, donc ils restent sur 2 victoires consécutives et 2 victoires extérieures. Donc voilà, et il y a une belle génération aussi au niveau des Espoirs qui pousse. Cédric Bell fait du bon boulot, je trouve. Mais la preuve, c'est qu'il y a quand même des jeunes qui tapent à la porte de l'équipe première, donc il faut le souligner. Voilà, à Toulon, il n'y a pas que des stars, malgré ce qu'on le dit souvent, il y a aussi des jeunes. Et quand on regarde les feuilles de match, on voit qu'il y a pas mal qui ont été formés à Toulon. C'est trop long de les citer. Que ça me féliciter, hein. C'est Bien sûr, bien, c'est bien bien. sûr. On peut Bien sûr. imaginer que le travail de rugby passion de Pierre commence à Ouais. payer, parce que ça a été initié il y a presque 3 ans ou 3 ou 4 ans. Écoute, Ça. nous, tous les Et clubs bon. qu'on visite, là, puisque avec Oh, les émissions, ils étaient tous enchantés. Hein. Bien sûr, bien sûr, bien Tous sûr. à fond derrière Pierre. Ça va payer. Et puis on Il sait faut être patient. Et... On a le bassin pour. Hein. Il faut On sait juste qu'on soit c'est son coordonné. bébé, Pierre, il est très attaché à ça et il en parle constamment. Et oui, voilà, Pierre, on le sait, c'est l'éducateur, le bâtisseur aussi. C'est pas que manager. C'est clair, c'est clair. Et voilà, c'est certain que ça va porter ses fruits, mais il faut être un peu patient. Bon, et les féminines. Alors Pascal, parle-nous de toi un peu, parce que bon... Non, mais Comment on arrive à prendre en main et à devenir président de ce... mais ça, c'est un cadeau de Eric Chance. Ah, Ah oui, alors... C'est un beau cadeau. Hein. Ça, on ne peut pas refuser. Hein Ça, on refuse pas, ça. il s'est se montrer convaincu. Il m'appelle, ouais, bon, il est valétois comme moi et on se connaît depuis très longtemps et je le faisais intervenir régulièrement dans mes séminaires commerciaux parce que bon, c'est un meneur d'hommes, hein, Eric, il a fait une grande carrière et puis il est brillant aussi au niveau de ses affaires. Et donc on se connaît depuis longtemps et puis quand il a pris la présidence de la Valette un court moment, il y a 2 ans et demi. Et dans ce cadre-là,
il a restructuré, entre guillemets, on va dire, le club, et la restructuration passait par un constat qui était de dire, bon, le rugby féminin à La Valette, c'est bien, mais aujourd'hui, il y a quand même une EPSI, on peut dire, si on peut dire ainsi, c'est que c'est La Valette qui est en élite 2, quand Toulon végète en fédéral, alors que un petit peu si on imaginait demain les hommes, hein, La Valette en top 14 ou en Pro D2, alors qu'ils ont été en élite 1, hein, La Valette, une année. Ouais, je sais, ouais. Et donc, bon, voilà. Et donc, dire, bon, bah, pourquoi pas, avec ses grandes qualités de rassembleur, Eric, pourquoi pas s'unir et créer un club de tout le bassin, on va dire, provençal, féminin, qui regrouperait tous les seniors. Donc c'est ce qui a été fait avec donc La Valette qui a apporté ses droits de jeu, le RCT Association qui a apporté ses filles, la Seine qui avait une équipe à 10 et puis le RCCH qui était aussi dans les associations mères. Et donc on a créé RCTPM et Eric m'a demandé de prendre d'abord la coprésidence puis la présidence de ce club. Donc, si je comprends bien, excusez-moi, c'est une structure indépendante donc Alors, du RCT. elle est complètement entre guillemets indépendante. Mais les seuls entre guillemets, on est 4 associations mères et le seul qui est autorisé à avoir une équipe du coup senior féminine, c'est le RCTPM. C'est-à-dire, en contrepartie, on ne peut pas demain avoir, le RCT peut pas remonter une équipe féminine comme ne peut pas le faire La Valette, puisque évidemment ils sont dans la coopération. Voilà. Et donc le principe, c'est d'avoir la formation dans les 4 clubs, voire plus, puisqu'il y a aussi Saint-Mandrier qui aussi a commencé à s'intéresser avec les féminines et puis à faire la formation des jeunes minimètres et des cadettes, et ensuite ces cadettes qui montent ensuite vers le grand club qui est le RCTPM de la région, voilà, au niveau féminin. Comment se passe le recrutement de joueurs, de joueuses? Alors, nous, on en est, si vous voulez, bon, on est en élite 2 et on souhaite monter en élite 1. Ça, c'est la marche est haute. La marche est haute. Elle est un petit peu comme chez les hommes, hein, entre la Pro D2 et le top 14. En élite 2, on a des gros clubs, puisqu'on a La Rochelle, on a le Stade Français, on a l'USAP, on a Brive. En élite 1, on a Toulouse, Blagnac, Montpellier, le Loup. Et pour pouvoir effectivement essayer de monter, de toute façon, vous avez 2 choses. Hein. Vous avez la formation, mais on démarre de 0. Donc ça, c'est très compliqué. Il faut commencer à faire ce qu'a fait Pierre avec les hommes, ou recruter. Aujourd'hui, quand on est en élite 2, on n'est pas forcément attractif. On peut avoir des bonnes joueuses, mais nous, ce qu'il nous faut, c'est des joueuses de niveau d'élite. Et les filles d'élite, elles n'ont pas forcément envie de jouer. Alors, ce que je dis, c'est que je fais souvent, à mon petit niveau, je fais ce que Toulon a fait il y a 15 ans. C'est-à-dire que voilà, les Georges Gregan, les Matfield, et ben moi ou les Oubaga, je prends des Canadiennes, parce que le Canada est la 2e nation après l'Angleterre. Il faut savoir. Je prends des Argentines et donc effectivement on est allé chercher des recrues étrangères et internationales pour pouvoir atteindre, on l'espère, nos objectifs. Alors bon, ça a un avantage, c'est qu'on a des très bonnes joueuses. C'est bien évidemment des inconvénients. D'abord, il y a une barrière de la langue. C'est ce que j'allais dire. Ensuite, il faut les intégrer. C'est pas des clans Non, pas des clans, mais c'est le problème. C'est après, on est une poule de 10, donc ça va vite. Il faut vite être performant. Et puis, encore une fois, quand vous avez 6-7 joueuses qui sont potentiellement qui peuvent jouer dans le 15, ça fait presque la moitié de l'équipe. Donc il faut de la cohésion. Il faut qu'elles puissent s'entendre et tout ça, c'est un petit peu long. Et donc du coup, on n'a pas le temps, comme toujours. Donc voilà, mais je pense qu'on va faire une belle saison. On verra, on a des objectifs qui sont élevés. Ouais, c'est dommage parce que mais je pense qu'on va faire une belle saison. On va même bien commencer avec une victoire extérieure à Brive. Oui, on a gagné à Brive, on perd de très très peu contre Pau, qui était l'équipe qui descend et qui eux ont gardé complètement l'ossature, donc qui ont des filles qui ont l'habitude de jouer ensemble. Donc, il y avait 3 internationales. Voilà, exactement. On perd 11-6 alors que les 20 dernières minutes,
fait pas les bons choix forcément et on doit à minima marquer. Bon, c'est comme ça. On va voir la semaine prochaine en Normandie comment ça se passe. Et comment on fait pour recruter en fait compte des Canadiennes, pour les faire venir à Toulon? Alors parle Et quoi, c'est quoi du leur soleil, statut? C'est quoi leur du statut? brun, Non, du alors, évidemment, c'est des statuts très variés. Il y a soit des filles qui sont très très jeunes, c'est-à-dire qui ont entre 19 et 20 ans et qui n'ont pas fini leur étude. Et là, elles sont à l'université, on leur propose un cursus universitaire français ou alors ce qu'on appelle les STAP ou BPGEPS, qui les intéressent. Donc ça, c'est la première chose. Ou soit, et c'est aussi le cas de deux centres qu'on a qui sont d'un très gros niveau, mais qui sont plutôt... Les filles jouent pas très vieilles, hein, c'est-à-dire qu'à partir de 30 ans, elles arrêtent. Donc, elles font des enfants, généralement, effectivement, et elles arrêtent. Donc, en fait, 27-28 ans, par exemple, là, c'est des filles, par exemple, qu'on fait un contrat et qui sont là et qu'on paye. Alors, elles n'ont pas des milliers des cents, hein, mais c'est des filles qui vont avoir 1 200 euros, à qui on va donner une voiture, on va donner un logement, et voilà. Ouais. Et elles vont nous aider à la monter, mais typiquement, c'est des filles qui sont là pour 1-2 piges, quoi, voilà, qui vont vraiment nous aider, puisque dans tous les cas, après, aujourd'hui, on a donc 8 étrangères, et si on a la chance de monter, on sera un peu plus restreint l'année prochaine en élite. Eh oui. Voilà. Donc il faudra... Donc c'est ça le quota GIF. Hein. Voilà, il y a des. Alors il y a cette espèce, c'est pas tout à fait des GIF, mais c'est effectivement des quotas qui sont assimilables. C'est 4 étrangères par feuille de match. Donc alors ça veut dire qu'on peut avoir, parce qu'entre les blessés, voilà, aujourd'hui on a 5 Canadiennes et 3 Argentines. Et une Italienne, non? Ouais, une Italienne, effectivement, une Italienne qui a d'ailleurs eu sa première sélection en équipe d'Italie. Qui est là depuis 3 ans. Ouais. Mais l'année prochaine, effectivement, si on a la chance de monter, il faudra gérer ça en feuille de match, ouais. Mais c'est normal. Ouais. Mais là, à ce moment-là, on espère aussi qu'on sera beaucoup plus attractif et qu'on pourra récupérer. Attends, on a des Toulonnaises qui sont brillantes, hein. On a ne serait-ce que Charlotte Escudero qui joue à Toulouse, qui est formée à la Valette, qui est très belle joueuse, très belle joueuse, et c'est sûr que voilà, c'est des filles comme ça, demain pourquoi pas qu'on peut espérer revenir. On verra, mais c'est sûr, voilà. Parce que là, aujourd'hui, comme je dis, en Élite 2, on a des joueuses, mais on n'a pas les meilleures joueuses. C'est normal. Là, c'est quoi les clubs qui trustent? C'est Toulouse, c'est Montpellier? Ouais, non, c'est Toulouse, c'est Romagna. Clermont a 2 clubs. Ouais. Nous, Clermont, paradoxalement, alors que c'est un bassin qu'on pourrait dire assez pauvre, entre guillemets, le Centre-France, ils ont une équipe Élite 2 et ils ont une équipe championne de France qui a gagné contre Toulouse en finale, Romagna, qui est à côté de Clermont, c'est pareil. Okay. Donc... L'attractivité, je pense que c'est le pôle universitaire aussi qui... Alors aussi, oui, mais ça y est, on a des vraies passerelles qui se sont faites avec l'université, avec les gens de l'université. Non, il y a une très très bonne cohésion. Il faut juste qu'on améliore la cohésion avec le RCT, mais c'est compliqué avec le RCT Association. Ouais. Ah oui? Ouais, ils ont du mal. D'accord. Ils ont du mal à nous voir émerger. Alors qui fait les structures, enfin... Ouais, non, à partir du moment où maintenant les féminines entre guillemets, c'est le RCTPM, il faut qu'ils mettent qu'ils soient dans leur rôle et qu'ils apportent leur pierre à l'édifice, sans plus, sans moins, voilà. C'est un peu plus compliqué. Où les filles au campus, elles bénéficient des installations du... Ouais, elles s'entraînent. Le siège il est à Guimauquet, donc on s'entraîne le lundi à Guimauquet. Le mardi, on s'entraîne également à Guimauquet. Le mercredi au campus. Le jeudi à Guimauquet. Et le vendredi, campus et pour la muscu et entraînement du capitaine vendredi à Guimauquet. Enfin, 4 fois par semaine, pardon, pas le mardi. Lundi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc là, c'est le président Lemaitre qui met à disposition les Ouais. Donc c'est vraiment génial. Alors, autant l'association, c'est difficile. Autant avec la SPSP, tout se passe bien. L'association, il faut qu'il nous aide. Toujours dans le... Ouais, mais Pierre, justement, il est là pour mettre de l'huile. Ouais, parce qu'on a eu le plaisir de le recevoir. Non, mais il est passionné, Pierre aussi, et puis il nous aide beaucoup, et d'ailleurs, c'est lui qui fait le lien avec le RCT Association. Le staff, c'est... Le staff, on a Pierre qui est le directeur du rugby, Pierre Trémouille, après on a Stéphane Gamonet qui est le manager, et on a Baptiste, qui est également l'entraîneur des arrières.
Toi, Philippe, tu aurais aimé entraîner dans l'équipe féminine? Alors moi, j'ai pas eu l'occasion. Non. Moi, C'est des ressorts bien différents. Ouais, hein. ouais. C'est pour ça, Bien différent. Et j'en ai parlé beaucoup avec Pierre, ou même avec Aubin, parce que Aubin, j'ai eu voilà, Ouais, donc, ben, ça a été mon premier. on a beaucoup échangé dessus parce que c'est des univers différents. Moi, je fais partie d'une génération où les femmes, elles venaient même pas à l'après-match. Hein. Même pas le match. Elles ne venaient pas à tous les matchs. Et qu'en fait, après, bon, j'ai quand même beaucoup voyagé et je pense être quelqu'un de très ouvert d'esprit. Et je me suis surpris à me régaler devant le rugby féminin. Bien sûr. Alors, principalement les équipes nationales, hein, puisqu'à la télé, il y a quand même beaucoup Bien sûr. d'équipes nationales qui sont retransmises sur les Coupes du Monde, etc. Et je trouve que c'est plus attractif que le top 14 aujourd'hui. Ah, ouais, tu vois, plus de... Sincèrement, il y a un peu moins de contact, alors, ce qui peut s'expliquer par la densité physique différente, mais je les trouve très bonnes techniquement. Il y a des bonnes passes, il y a des bons jeux, il y a des prises d'initiative, C'est agréable il y a à des regarder prises jouer. Ah oui, d'information. moi j'ai été surpris par le Et- niveau. Hein. ouais. Elles ont un bon niveau, hein, les filles. Hein. Et donc, Et elles sont à droite, effectivement. Elles sont Exactement, très à droite. Accrocheuse, Ah ouais. vraiment, compétente. Hein. Et franchement, hein, bon, après, il y a des matchs top 14 où il y a des très très gros matchs quand on voit le Stade Toulousain, etc. Ça fait du très haut niveau, mais je pense qu'en règle générale, chaque fois que je me suis penché sur un match de filles, je me suis régalé. Et alors, j'en parlais donc avec Pierre, qui fait partie des gens avec qui j'ai beaucoup joué, et avec Aubin. C'est vrai que les ressorts sont complètement différents. Il y a moins d'autoritarisme. Voilà, moi, j'ai Alors, entraîné tu que vas des chez le seniors. vestiaire, c'est pas la Moi, même. je suis pas fait pour les enfants. Moi, j'ai besoin de caractère en face. J'ai besoin d'avoir des gars qui... Voilà, donc j'ai toujours fait les seniors. Hein, j'ai jamais fait en dessous. Mais donc, on en parlait l'autre jour à la présentation de l'équipe avec Pierre, qui a entraîné aussi des seniors. Hein, et c'est vrai qu'il me disait la même chose. C'est pas les mêmes ressorts. Le discours d'avant-match, c'est pas le même. Ah, il Alors, est dur le discours. voilà. Le discours, paradoxalement, il est dur. dans le Exactement. vestiaire. Il- Attention. Hein. Voilà, il me Elles disait ont besoin de ça. que c'était assez... Parce qu'en fait, Ouais. je pense que inconsciemment ou consciemment, elles s'identifient un peu aux hommes. Ouais. Elles ont besoin de cette densité physique représentative du sport, Et la qui est le rugby. facilité, Le Une mise en rugby, valeur, en fait. voilà, Ouais, c'est- une mise en valeur. Elles veulent pas lâcher le physique, en fait. Mais donc, elles se plongent là-dedans avec donc, on parlait de la préparation, justement, parce que nous, on a connu les préparations où vous rêvez de ne pas sortir du vestiaire, etc. Ouais. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Et cet aspect physique, il est vraiment présent dans la préparation. Mais après, dans la gestion du groupe, ben, c'est pas du tout les mêmes ressorts. C'est vrai. Non. Et je crois que la difficulté, c'est qu'on a tendance à le comparer. Ce qui n'est pas comparable. Ouais, mais Les gens qui ont tendance à comparer le rugby masculin au rugby féminin. Pour moi, c'est pas la même œil. Il ne faut pas l'aborder avec le même œil parce que ça n'a rien à voir. Ben, c'est pas la même population. Et puis, je pense que, je pense sous le couvert de Jean-Pascal, je pense que les femmes, en règle générale, elles sont plus marioles que les mecs. Dans la relation, elles te disent les choses, elles te répondent, elles te machin. Moi, j'ai entraîné pratiquement 20 saisons. C'était tout. Il y a toujours un peu de... Voilà. Alors après, il y a les leaders sur qui tu t'appuies, etc. Mais Il y a très peu de non-dits. Ouais. voilà, exactement. Très peu de non-dits. Contrairement Oui, aux hommes la où- fille qui joue pas, elle va arriver, elle va voir le coach la semaine dernière, elle dit bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse C'est pour D'accord. que je m'améliore Pour Non, mais il y a évoluer, très pour peu de évoluer. non-dits C'est ce plutôt que d'aller faire sa gueule, la gueule. C'est ce que me disait Pierre, ce que me disait Ouais, Aubin. Positif, ouais. hein. Ça prouve qu'elles se sentent concernées Ouais, ouais, et c'est qu'elles ça. ont envie Non, d'avancer mais, d'avancer en équipe. Après, à contrario, elles sont très attachées. Si tu fais quelque chose, elles remarquent Ouais, que tu ouais, fais pas. c'est la plus Voilà, susceptible, voilà, oui, c'est oui, très, oui. très. Ouais, ouais. ouais, c'est féminin. Et puis, je Ouais. pense qu'à la différence d'un groupe d'hommes par rapport à un groupe de femmes, je pense qu'il y a peut-être moins d'embrouilles entre les hommes qu'entre les femmes. Même si elles sont légitimes. Ouais, ouais. J'ai l'impression, hein, on en parlait un peu avec Pierre ou avec Aubin, les hommes, c'est un peu... Des fois, c'est un peu machiavélique, des fois, c'est un peu... Ça navigue un peu. Et ce que tu disais, c'est que les femmes, elles s'affrontent, quoi. Il y a un truc, on en parle, etc. Donc voilà, bon, c'est le seul retour que j'ai, hein, c'est Pierre et Aubin. Ouais, quand c'est de suite. Il y a pas de- Ouais, c'est l'impression. Bon, il y a après, moins de non-dits. Ouais. après, il y a des hommes capables de le faire aussi. Hein. Heureusement. Oui, oui. Heureusement. Il y a plus dans tous les sens. Hein, Ouais, ouais. je pense, hein. Bien, c'est bien. Écoutez, on est presque arrivé au terme de l'émission. Je voudrais quand même faire un petit mot sur Octobre Rose, puisqu'on l'a brillamment fêté au Stade Mayol, avec des personnalités. Je me suis retrouvé au centre du terrain à l'ombre de Chris Chénet. Donc, Qui a bien forci, Christian. ouais, Il a mais bien bon, profité de. Je ne l'ai pas dit. Je l'ai pas dit. Il était très sympa et je remercie aussi
Sabine Froger, qui était directrice des soins, et Cathy Ferrotin, qui est une des adhérentes de Sportez-vous bien 83, et qui était là justement pour dire que le combat contre le cancer du sein continue. C'est pas simplement un mois d'octobre, mais c'est toute l'année, et c'est pas que le cancer du sein. Voilà, d'ailleurs, on va enchaîner pour novembre avec Movember, qui concerne les hommes. Ça commence à avoir la moustache. Voilà, là je commence à me faire pousser la moustache, toi non pas encore, Pascal il va falloir. Et voilà, donc écoutez, merci de nous avoir accueillis dans ce cadre magnifique, Très sympa. Très sympa. Et on vous accueille d'ailleurs, parce qu'on peut faire un peu de pub, toute la semaine, du lundi au dimanche, et surtout le dimanche maintenant, avec le brunch, oui, qui a été lancé il y a On 15 vu jours, ça sur les réseaux sociaux. à partir de midi, entre midi et 15h30. Par contre, n'hésitez pas, quand vous avez des soirées, des infos, tout ça, nous on le relaye dans l'émission. Super. Il n'y a pas de problème. Et oui, on viendra, mais déjà venu un petit peu. Oui, et puis on a un Ça, projet sur November, on a un projet aussi. Sur Movember. Et voilà, écoutez, merci. Et puis. Vous souhaitez le meilleur pour la fin de saison, Voilà. et la montée au bout. Hein. On essaiera de se revoir avant la fin de la saison pour faire un point. Et puis, bonne saison, bonne chance. Et puis, que tout se passe bien pour Merci. vous et pour le Lido. Merci à vous. bien.